J'ai entendu de l'encontre de Luke Shaw après le match. On lui reproche d'avoir laissé un espace béant dans son dos lorsqu'il sortait courageusement de son poste de défenseur central, excentré pour cadrer les milieux de terrain adverses. En regardant le score, en voyant les buts encaissés sur des coups de pied arrêtés venus de son côté, certains en tirent une conclusion simpliste. Luke Shaw a fait un mauvais match. Je suis en total désaccord. Ces gens-là se contentent de regarder le match. Ils ne le lisent pas. Ils ne comprennent pas le rapport bénéfice, mais de risque. Oui, lorsque Luke Shaw monte d'un cran, il y a un risque. Il y en a toujours. Mais il faut regarder l'autre facette de la pièce. Analyser attentivement les moments où il réalise des interceptions très hautes directement dans le camp de Nottingham Forest. Ces interventions ne se limitent pas à stopper une offensive sur l'aile. Non. Elles transforment instantanément une phase défensive en offensive, elles amorcent dans la transition et créent des situations de supériorité numérique pour Manchester United. C'est un pari oui, mais un pari calculé. Nous voyons tous la régularité de Luke Shaw depuis le début de la saison. Souvenons-nous contre Chelsea, son duel aérien autoritaire amène le but de Casemiro. C'est l'esprit d'un vrai Red Devil. Impérial contre Sunderland, il a complètement éteint Mohamed Salah contre Liverpool. Shaw a été excellent face à Brighton et a maintenu ce niveau de performance contre Nottingham Forest. Le véritable problème ne vient pas de Luke Shaw, il vient de la configuration du couloir gauche. Regardez bien. Outre Luke Shaw, seul gaucher, vous aviez 3 droitiers qui évoluaient dans la même zone, Bruno Fernandes, Matheus Cunha et le piston Diogo Dalot. 3. Dans un match de transition avec beaucoup d'espace, cela peut ne pas poser de problème. Les joueurs ont la liberté de décrocher, de rentrer à l'intérieur et de créer le danger. Mais face à un bloc bas et compact comme celui de Nottingham Forest, c'est une catastrophe. Tout le monde veut faire la même chose, rentrer sur son bon pied. Pour centrer, Diogo Dalot doit se remettre sur son pied droit, un geste qui vient empiéter sur l'espace de Matheus Cunha, qui cherche à faire exactement la même chose. Et Nottingham Forest l'a vite compris et a parfaitement tendu le piège. La conséquence, Manchester United a été totalement privé de 2 armes essentielles, la largeur naturelle dans le couloir et la vitesse naturelle apportée par les dédoublements ou les centres en première intention. Le jeu est devenu lent, prévisible et facile à défendre. Et Ruben Amorim l'a bien vu. Son choix de faire entrer Patrick Dorgu visait précisément à corriger ce déséquilibre. C'est une leçon tactique précieuse pour nous tous. Il y avait quelque chose d'étrange et en même temps de très familier dans ce match. En regardant jouer Nottingham Forest, j'ai eu l'impression de revoir le Manchester United des rencontres précédentes, mais dans une version plus athlétique et plus pragmatique. Et lorsque Manchester United, avec sa doublette au milieu, ne parvenait pas à s'imposer dans les duels, quelle a été la conséquence ? L'équipe a été contrainte de jouer court, de construire depuis l'arrière. Mais ça, nous l'avons déjà analysé dans une vidéo précédente, donc nous n'allons pas nous étendre sur le sujet. Aujourd'hui, je vous propose plutôt de disséquer le jeu de Nottingham Forest. Pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, chaque match, victoire comme défaite, est une leçon précieuse. Et qui sait si Ruben Amorim pouvait s'inspirer de certains aspects du jeu de Nottingham Forest, ce serait une excellente chose. Rappelons-nous quelle était la stratégie qui a si bien réussi à Ruben Amorim ces derniers temps. C'était simple, un pressing haut durant le premier quart d'heure pour forcer l'adversaire sur les côtés, récupérer le ballon et partir en contre. Créer le danger par les fulgurances de Cunha et tenter de prendre l'avantage rapidement. Et c'est là que réside le paradoxe. Nottingham Forest, qui aurait dû être la proie, est soudainement devenu le chasseur. Le principal problème pour Manchester United, c'est que l'équipe du très expérimenté Sean Dyche a été tout aussi excellente dans l'application de cette même stratégie. Eux aussi ont pressé. Eux aussi ont livré un combat acharné. Eux aussi ont usé de longs ballons. Eux aussi se sont battus sur chaque second ballon. Et ils ont su parfaitement exploiter leur supériorité physique. Prenons un exemple concret qui résume parfaitement la situation. Sur un long ballon, le défenseur central Nikola Milenkovic, un véritable colosse, domine totalement Matheus Cunha dans le duel aérien. Et sur le second ballon, qui était là Elliot Anderson. Il était parfaitement positionné pour le récupérer. Et observez bien ce qui se passe, ensuite un triangle se forme instantanément avec Yates et Morgan Gibbs-White.
il plonge, il perfore l'axe du milieu de terrain de Manchester United. Avec leur jeunesse, leur fraîcheur et leur vitesse, ils prennent de vitesse trop facilement la doublette Bruno Casemiro, qui a paru lente et fatiguée. Dès lors, le match a cessé d'être une partie d'échecs tactique. Il s'est rapidement transformé en un combat acharné qui n'était pas sans rappeler le récent Clasico. Le rythme était devenu incroyablement élevé. Les deux équipes se rendaient coup pour coup avec des pertes de balles et des transitions incessantes. Une véritable guerre d'usure physique. Et il faut bien l'admettre, un tel tempo avantageait bien plus Nottingham Forest que Manchester United. En tant que spectateur, on ne peut qu'être soulagé par cette égalisation en fin de match, car les joueurs de United semblaient véritablement au bout du rouleau, asphyxiés par cette intensité constante. Je ne sais pas si Ruben Amorim trouvera la solution pour améliorer le jeu long et la gestion des seconds ballons. Mais j'ai vraiment pris du plaisir devant ce match. Nous avons dans nos rangs des joueurs capables de fulgurance, des joueurs qui peuvent faire la différence. Si leur potentiel est pleinement exploité, l'équipe n'en sera que plus redoutable dans un avenir proche. Au cœur de cette bataille acharnée, si le but d'Amad Diallo fut un éclair de génie, deux autres joueurs, deux vétérans, ont constitué le socle sur lequel tout l'édifice a tenu. Il est impératif de leur rendre hommage. Je veux parler bien sûr de Casemiro et de Bruno Fernandes. Commençons par Casemiro. Dans un match typique de Shandish, un combat physique fait de duels aériens, vous avez besoin d'un véritable guerrier. Et Casemiro sur cette rencontre a livré une performance magistrale. Absolument magistrale. Oui, il a marqué en début de match. Mais sa plus grande valeur, sa véritable contribution, se situe dans son travail défensif. 6 dégagements, 3 tacles. Il a disputé 11 duels aériens et en a remporté 6. Au total, il a été impliqué dans 19 duels. 19, le plus haut total sur le terrain. Que nous disent là ces chiffres? Ils nous montrent que Casemiro a été le véritable bouclier de l'équipe, celui qui a empêché ce match de sombrer dans un bourbier chaotique. Et il n'a pas été qu'un roc. Avec le ballon, Casemiro a été d'une propreté remarquable. Plus de 82% de passes réussies, 3 passes clés. 3 de ces 6 longs ballons ont trouvé leur destinataire. Il a permis de faire circuler le ballon, d'aider l'équipe à reprendre le contrôle, après chaque vague adverse. Il faut comprendre une chose. Vous ne pouvez jamais remporter ce genre de combat si personne ne domine l'espace juste devant la défense centrale. Et sur ce match, Casemiro a parfaitement rempli ce rôle, même face à des attaquants vifs et jeunes. Une performance pleine de métier. Quant à Bruno Fernandes, j'estime que ses récentes prestations étaient en deçà de son niveau habituel. Pourquoi ? Parce que nos attentes envers lui sont immenses. On attend de lui qu'il marque, qu'il délivre des passes décisives, qu'il dicte le tempo à sa guise. Mais il faut aussi mesurer la pression qui pèse sur ses épaules. J'ai encore en tête l'image de Bruno face à son penalty contre Brentford. Si vous avez vu ce match, vous savez à quel point la pression et les attentes étaient colossales. Pour en revenir à ce match, Bruno a endossé le rôle du quarterback, orchestrant l'intégralité du jeu offensif de Manchester United. Regardons les chiffres. 66 passes réussies sur 75 tentées, soit 88% de réussite. Un taux très élevé pour un joueur qui prend autant de risques. 4 passes clés synonymes de 4 occasions créées. 8 de ces 11 passes longues ont trouvé un coéquipier. Il a constamment, inlassablement mis la défense de Nottingham Forest en état d'alerte. C'est la performance d'un véritable capitaine. Une mi-temps de combattant où il ne s'est pas contenté de faire circuler le ballon d'un côté à l'autre, mais où, plus important encore, il a constamment cherché la verticalité. Mais Bruno n'était pas seul. Les joueurs de couloir l'ont parfaitement secondé, aidant à fixer et à étirer le bloc de Forest. Luke Shaw a affiché une précision de 91% dans ses transmissions. Bryan Mbeumo, bien que moins en vue au tableau d'affichage, a tout de même délivré 3 passes clés et 6 centres. Alors, au terme de toutes ces analyses, une idée me vient à l'esprit. Cette saison, nous devrions nous concentrer exclusivement sur la Premier League. Avec une concentration maximale à chaque match et un peu de réussite, nous pouvons viser le top 4 ou le top 5. Un retour en Ligue des Champions la saison prochaine serait une formidable nouvelle, nous apportant les moyens financiers nécessaires pour renforcer l'effectif. Et c'est là que nous pourrons alors viser la spécialisation à chaque poste. Plus une équipe se spécialise,
plus elle se focalise sur un style de jeu défini, et plus elle devient experte et redoutable dans ce registre. Manchester United, sous la direction de Ruben Amorim, est devenu excellent dans le jeu à haute intensité. L'équipe excelle à transformer les matchs en combats physiques en une succession de transitions. Mais lorsque nous affrontons un adversaire qui est aussi fort, voire plus fort dans ce domaine, nous manquons de flexibilité tactique. Je ne pense pas que Ruben Amorim manque de flexibilité tactique en soi. Non, je crois que le problème réside dans la composition même de l'effectif. À mon sens, cet effectif n'est pas assez polyvalent. Nous manquons de diversité dans les profils de joueurs. United a besoin de joueurs capables de briller dans ces matchs à haute intensité, c'est une certitude. Mais l'équipe a aussi besoin de joueurs capables de faire l'inverse. Des joueurs capables de poser le pied sur le ballon et de casser le rythme. Des joueurs qui apportent du contrôle de la maîtrise. Et qui en même temps peuvent tendre à faire mal à l'adversaire par une passe, par un geste de classe. Un milieu de terrain du profil d'un Verratti ou d'un Modric. Dernièrement, en regardant jouer Elliot Henderson, j'ai eu des flashs de Paul Scholes. Et sa performance aujourd'hui n'a fait que renforcer mon admiration. Peut-être que certains d'entre vous préfèrent un profil comme celui de Baleba. Mais je dois avouer que je suis tombé sous le charme du numéro 8 de Nottingham Forest. Je lui souhaite une excellente saison. Mais qui sait, peut-être qu'il pourrait envisager de nous rejoindre à Old Trafford la saison prochaine. Si vous trouvez ces analyses pertinentes, si elles vous apportent un nouvel éclairage, ou si vous appréciez simplement de faire partie de notre communauté, et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks de YouTube, juste en dessous. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement extrêmement précieux, qui me motive à continuer de produire ce type de contenu.